Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. Tournée diplomatique aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Le président de l'Assemblée nationale s'inspire de l'architecture religieuse. En visite à la grande mosquée Cheikh Zayed, Malik Ndiaye évoque un modèle pour développer le tourisme spirituel au Sénégal. Notre pays qui veut moderniser sa politique fiscale, un nouveau code des impôts est en préparation avec la promesse de ne pas alourdir la charge des contribuables. Et également dans l'actualité, les préparatifs du dialogue national du 28 mai à Thiès. Le facilitateur est allé à la rencontre de 3 foyers religieux. Une tournée pour impliquer ses guides et expliquer les enjeux de ces concertations. Et puis autre ambiance, autre compte à rebours. La Tabaski approche, les moutons prennent place dans les quartiers entre commerce saisonnier, débrouillardise et tensions avec les riverains. La cohabitation s'annonce animée. C'est le sujet de la rubrique société à suivre dans ce journal. À Abu Dhabi, c'est une mosquée devenue symbole. Le président de l'Assemblée nationale y a vu plus qu'un lieu de prière, un modèle d'équilibre entre tradition et modernité qui pourrait inspirer notre pays dans la valorisation de son patrimoine religieux. La grande mosquée Cheikh Zayed, c'est aussi le reflet d'un islam ouvert, apaisé, ancré dans son temps. Envoyé spéciaux, Jean-Pierre Faye, Oumou Kalsoum Sall. Elle est l'une des merveilles de la capitale des Émirats Arabes Unis. Avec ses 4 minarets s'élevant à 107 mètres et ses 82 dômes, la grande mosquée d'Abu Dhabi incarne une parfaite alliance entre spiritualité et prouesse architecturale. Le président de l'Assemblée nationale et sa délégation, à travers une visite guidée, découvrent une œuvre qui épouse parfaitement l'universalité de l'islam telle que voulue par Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, le parrain. Son inspiration les a poussés à aller en tout cas chercher différents types d'art dans plusieurs pays du monde, tels que l'Inde, tels que la Turquie, entre autres le Maroc. Ce que nous avons constaté aussi, c'est le système qui a été mis en place pour permettre à tous les citoyens du monde de pouvoir accéder à ce magnifique bijou pour montrer ô combien la religion de l'islam et Rahma, la religion de l'islam et inclusion, la religion de l'islam et diversité, mais surtout la religion de l'islam et tolérance. La grande mosquée Cheikh Zayed reçoit des millions de visiteurs venus des 4 coins du monde. Cette visite, en tout cas, nous a plongé dans la spiritualité, mais nous a montré quand même que le Sénégal devrait s'inspirer de cette vision afin de promouvoir le tourisme religieux, car c'est un secteur qui peut nous valoir beaucoup de satisfaction, notamment sur le plan économique, mais sur le plan aussi de la promotion de la destination sénégalaise. Avant de quitter la grande mosquée, Malik Ndiaye s'est recueilli au mausolée de Cheikh Zayed, le père fondateur des Émirats. En marge de sa visite à Abu Dhabi, le président de l'Assemblée nationale a rencontré le ministre émirati de l'économie. Ce dernier a proposé la signature d'une convention de libre-échange pour renforcer le partenariat entre nos 2 pays. Les discussions ont aussi porté sur le rapprochement des institutions financières, notamment entre le fonds d'Abu Dhabi et le fonds 6. Le ministre a salué la stabilité du Sénégal et la vision de son programme en affirmant vouloir en faire une porte d'entrée des investissements émiratis en Afrique de l'Ouest. Retour chez nous où l'État veut moderniser sa politique fiscale. Le gouvernement prépare un nouveau code des impôts avec une promesse du Premier ministre. Selon Ousmane Sonko, il ne s'agit pas d'augmentation à l'horizon, mais faire payer plus justement. Aram Daou. Nouvelle vision, nouveau code général des impôts. Une refonte ambitieuse alignée aux exigences du nouvel agenda national de transformation. Cette réforme stratégique sera pilotée par ce comité, œuvrant sous l'autorité directe du Premier ministre. Il s'agira d'asseoir une législation la plus conforme à nos aspirations de développement. Beaucoup de choses ont été faites depuis plusieurs décennies. À l'analyse, les résultats escomptés n'ont pas totalement été obtenus.
Et aujourd'hui, il s'agit, sous la lumière de la nouvelle présidence, celle de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de l'agenda 2050, doté de législation à même de soutenir les efforts attendus pour le financement de notre propre développement. Le Code général des impôts a connu plusieurs grandes réformes, les lois de 1976, 87, 92, 2004 et la dernière en décembre 2012, des réformes ici rappelées par le conseiller spécial du Premier ministre, El Hadj Ibrahima Diop, ancien directeur de la législation de la DGID. Le nouveau code en préparation se veut particulier. C'est une première. L'avantage qu'on a pour cette fois, c'est que les choses sont très claires. Les choses sont très claires, les orientations sont bien définies et le rôle des acteurs de façon globale est bien identifié. De sorte que, à ce stade justement de la réflexion, on peut dire qu'on dispose à peu près des outils qu'il nous faut pour pouvoir mener les réflexions, des réflexions approfondies sur des questions aussi essentielles que les nouveaux défis qui s'imposent à nous, mais également les préoccupations et problématiques qui existent déjà au niveau interne. Les questions fiscales cristallisent bien souvent les passions. Le Premier ministre anticipe d'éventuelles spéculations et clarifie. Lorsqu'on dit que le taux de pression fiscale est jugé faible, aux alentours de 19%, et qu'à l'horizon 2050, on veut l'amener à 30%, des mal intentionnés vont vouloir manipuler l'opinion. Ils diront aux populations que nous voulons augmenter les impôts. Loin s'en faut. On peut augmenter le taux de pression fiscale sans aucune augmentation de l'imposition individuelle. On peut pour cela s'appuyer sur 3 mécanismes. D'abord, élargir l'assiette fiscale, parce que beaucoup de secteurs échappent à l'imposition. Donc, amener tout le monde à payer pour réduire même la contribution de chacun. C'est ce que nous voulons réussir. Il y a aussi des exonérations inadmissibles à revoir et les mauvaises pratiques à bannir. Les mauvaises pratiques dans l'administration qui tendent à négocier indûment des commissions pour alléger l'impôt. Si on bannit tout ça, on pourrait amener le citoyen à se rassurer de la bonne utilisation de l'impôt. On retiendra donc de la réforme du Code général des impôts une fiscalité profitable aux citoyens. Sénégalais bañu ñoo fay bañuñu ko ndax ku daayiram woote mu joxe. Les Sénégalais ne refusent pas de payer l'impôt. Car si on regarde bien, ils apportent leur contribution aux daïra, à leur village, aux ASC. Pourquoi ne le feraient-ils pas pour l'État? Parce qu'ils se disent que l'argent atterrit dans la poche de politiciens ou de certains hauts fonctionnaires. Ils voient que ça ne va pas dans la construction d'infrastructures de base. C'est pourquoi nous voulons les inciter au consentement à l'impôt, qui contribuent volontairement parce qu'ils se retrouveront dans l'utilisation et que ceux qui tenteraient de détourner cet impôt soient sanctionnés à juste titre. La composition du comité reflète sa transversalité. Les ministères sectoriels, les directions générales stratégiques, des experts du domaine, une contribution également attendue des acteurs économiques et sociaux. Le Premier ministre a donné le la des travaux pour un nouveau Code général des impôts dans les meilleurs délais. En Afrique subsaharienne, les recettes fiscales tournent autour de 20% du PIB. Pourtant, nos pays ont besoin d'importantes ressources pour la construction nationale. Chez nous, la réforme fiscale en vue, loin d'étouffer, devrait être amenée à améliorer les recettes. Tout le monde à la caisse. Une chronique signée Oumar Diaw. L'impôt fait encore peur, associé en partie au colon.
Il est mal compris. Pourtant, nos sociétés traditionnelles prélevaient une dîme sur les récoltes. Cette contribution est un des fondements d'un État souverain. L'impôt finance les services publics indispensables, éducation, santé, sécurité et infrastructures. Ces piliers de l'essor se nourrissent des contributions fiscales. Dans un pays aux immenses besoins, ces ressources sont vitales pour consolider l'édifice national. Au-delà de sa dimension économique, l'impôt réduit les inégalités entre zones urbaines et zones rurales. Plus fondamentalement, les taxes des richesses pétrolières et gazières, appelant à des choix stratégiques lourds. Une collecte fiscale efficace par la mobilisation de ressources endogènes garantit le libre choix de la trajectoire de développement. Il est vrai que des écueils subsistent, défiance, réticence et méfiance face à une gestion parfois douteuse des recettes, la supposée corruption qui ternit la confiance, le sentiment d'injustice fiscale limitant les recouvrements. Pourtant, refuser l'impôt prive l'État de moyens vitaux pour envisager des solutions aux problèmes des populations. Payer ses impôts sans en subir la pression représente donc bien plus qu'une obligation, c'est un acte patriotique, à la hauteur des capacités contributives de chacun. C'est aussi une expression manifeste de notre engagement pour demain dans un Sénégal d'équité et de prospérité. Si malgré toutes ces justifications, la ruse et l'évitement vous tentent comme le diable, n'oubliez pas que PR et PM ont un métier. Inspecteur du fisc. Juste un petit rappel. Payez avec le sourire, vous pourrez vous plaindre après. Dans l'actualité également, Dakar, carrefour des grandes décisions monétaires africaines. Les gouverneurs des banques centrales y sont réunis pour penser un avenir économique plus solide, plus uni face aux défis du continent. Djari Bassirou Cissé pour le compte-rendu. Trouver des solutions africaines face aux chocs économiques mondiaux. C'est l'objectif central de cette rencontre. Gouverneurs de banques, experts et partenaires techniques font front commun pour accélérer l'intégration financière du continent et renforcer sa capacité à résister aux crises. Notre rencontre se déroule dans un contexte international marqué par des incertitudes liées à une montée des tensions commerciales et géopolitiques, une vulnérabilité accrue face aux chocs climatiques et une pression croissante sur la soutenabilité de la dette des pays africains. Dans la zone UEMOA, la croissance économique est ressortie à 6,3% en 2024 grâce à une demande intérieure robuste et une hausse de la production extractive. L'inflation s'est également repliée à 3,5%. Face à la conjoncture mondiale marquée par un repli commercial, une fragmentation géoéconomique croissante, ainsi que la baisse des flux d'aide publique au développement, le président de l'association prône pour un renforcement de la coopération régionale. Je suis convaincu que la collaboration intra-africaine peut véritablement changer la donne pour construire un avenir meilleur. Nos banques centrales disposent d'une riche expérience dans des domaines variés qui pourraient s'avérer précieux pour d'autres institutions sur le continent. C'est pourquoi j'encourage systématiquement mes pairs à privilégier les échanges avec d'autres banques centrales africaines. Un autre défi majeur concerne les transferts de fonds. L'Afrique reste la région la plus chère pour envoyer de l'argent. Des discussions sont en cours pour connecter le système de paiement et utiliser des monnaies autres que le dollar. Cette question, où en est le Sénégal dans la lutte contre les biens mal acquis? À Dakar, un atelier national a permis de faire le point sur les progrès, mais aussi sur les zones d'ombre. Le FNAC, l'ONRAC et la Saintif ont échangé avec la société civile pour tenter d'y voir plus clair. Louise Bidza. Les défis du recouvrement et la gestion des avoirs criminels au Sénégal préoccupent les acteurs économiques concernés par la lutte contre le blanchiment d'argent. De contribuer à sa manière dans le cadre de la lutte contre la fraude, la corruption, le blanchiment des capitaux et à travers cela aussi booster
le processus participatif de la société civile. L'Office national de recouvrement des avoirs criminels, créé le 23 juillet 2021, avait déjà 1 milliard de francs CFA d'avoirs recouvrés à moins d'un an d'existence. Pour l'année 2025, les avoirs criminels recouvrés peuvent être estimés à plus de 35 milliards de francs CFA. Quelle que soit la nature de l'avoir, il est possible justement de procéder à la saisie une fois identifié de ces avoirs, parce que susceptible éventuellement de confiscation. Le Sénégal, justement, s'inscrit dans cette dynamique de lutte contre la criminalité financière, en insistant surtout sur le recouvrement des avoirs criminels. On est des institutions étatiques, certes, mais on est également au service des populations. Et il est extrêmement important que les populations comprennent ce que nous faisons, comment nous le faisons, parce qu'en définitive, nous le faisons pour eux. Les avoirs criminels sont tous les avoirs qui sont saisis et confisqués dans le cadre d'une procédure pénale. Les populations doivent être sensibilisées sur les différentes infractions qui pourraient naître de cette criminalité financière. Il peut s'agir de la corruption, l'escroquerie, des détournements de deniers publics, entre autres. Penser les routes et les ponts de demain en tenant compte du climat. Le ministre Yankoba Diémé a reçu la feuille de route du projet PASSIR. C'est un plan d'action pour des infrastructures plus durables porté par l'UCAD et ses partenaires. Philomène Constance Diagne-Boy. Ce document, remis au ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, est le fruit d'un travail de recherche académique coordonné et participatif. Il résulte du PASSIR, projet d'adaptation au changement climatique pour des infrastructures résilientes et des solutions fondées sur la nature, établi sur 4 composantes. La première, c'est l'analyse de la vulnérabilité et l'analyse des risques pour identifier les options d'adaptation et leur choix. La deuxième composante, il s'agissait donc de faire 2 projets démonstrateurs de l'analyse de la vulnérabilité et des options d'adaptation sur 2 tronçons de route qui sont projetés par le ministère des Transports. La troisième composante, il s'agit d'organiser des sessions de formation destinées aux ingénieurs qui sont dans l'administration et dans le public, dans le privé. Et la quatrième composante, on avait lancé un hackathon où 3 jeunes ont été primés. Le PASSIR est élaboré pour répondre à travers des solutions innovantes aux risques et défis du futur. Il devrait aider à renforcer l'adaptation au Sénégal et en Afrique. Ce croisement entre rigueur académique, expertise opérationnelle et vision stratégique est rare. Et pourtant, c'est précisément ce dont nous avons besoin pour faire face aux défis systémiques du climat. Et fidèle à sa mission, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a très tôt compris les défis liés à l'entretien des infrastructures dans un contexte de changement climatique. Elle s'est résolument engagée dans la réflexion sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour atténuer les impacts négatifs du changement climatique sur le devenir du Sénégal. Les réalités du changement climatique sont devenues incontestables. Risque de fortes températures, inondations, manque d'eau, entre autres. Il est nécessaire d'anticiper sur les politiques à dérouler. Nous étions toujours attentifs et impatients de ce jour qui marque la réception de vos travaux. Vos travaux qui sont pour nous un bel outil de décision autour du PASSIR. Plusieurs perspectives sont à venir pour concrétiser et étudier la suite à donner au projet qui a officiellement pris fin. 4 ans après son initiation, l'heure est au bilan. À Dakar, les collectivités territoriales sont en conclave pour évaluer un programme. Il lie sécurité, paix et gouvernance locale. L'initiative est soutenue par le CHEDS et la fondation Konrad Adenauer. Youssouf Kaba. Cette rencontre se tient dans l'optique de mettre ensemble les représentants de toutes les zones parcourues depuis 2021 par le Centre des hautes études de défense et de sécurité avec la participation de la Fondation Konrad Adenauer. Un exercice de restitution marquant la fin de la phase pilote du programme dédié aux collectivités territoriales. La gouvernance sécuritaire, elle est composée de beaucoup de volets d'action. Aujourd'hui, on parle plutôt de gestion sécuritaire participative et inclusive, justement parce que de différents acteurs peuvent et doivent contribuer. Chacun avec son expertise de la région et du contexte.
Les échanges avec les acteurs à la base ont révélé des disparités entre les différentes zones. Les initiatives prises prennent en compte ces différences et facilitent ainsi le déploiement adapté à chaque contrée ou territoire. Nous avons élaboré un rapport final. Nous allons aujourd'hui le soumettre, comme nous l'avons fait depuis le départ, à l'ensemble de ces participants, parce que ce rapport, en fait, est le produit de leurs réflexions et de leurs recommandations. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons discuter à nouveau, voir ce qui peut être amélioré. Cette rencontre qui réunit l'ensemble des collectivités se tient sur 2 jours. L'objectif est de faire le bilan d'étape du programme après 4 ans de mise en œuvre. Contrat court, règles strictes. Le CDD fait partie du paysage professionnel, mais il obéit à un cadre légal bien précis. Ce soir, dans Chronique judiciaire avec Binta Charles Diop, le professeur Fatimata Kane Sow revient sur ce que dit la loi de la signature à la rupture. Regardez. Considéré parfois comme le contrat précaire par excellence, le contrat de travail à durée déterminée ne se limite pas à celui dont le terme est connu à l'avance. Il englobe aussi contrat pour la réalisation, par exemple, d'un ouvrage. Le contrat de travail passé pour l'exécution d'un ouvrage déterminé ou la réalisation d'une entreprise dont la durée ne peut être préalablement évaluée avec précision, mais également un contrat dont le terme est subordonné à un événement futur et certain dont la date n'est pas exactement connue. En raison de sa nature précaire, le législateur sénégalais a établi des exigences pour assurer sa validité sous peine de sanctions. Il faut impérativement un écrit pour que le contrat soit valide. En outre, aucun travailleur ne peut conclure avec la même entreprise plus de 2 contrats à durée déterminée, ni le renouveler plus d'une fois. Le non-respect de ces dispositions entraîne automatiquement une requalification du CDD en CDI. Il existe cependant des exceptions. Les contrats des travailleurs saisonniers, des dockers et de ceux remplaçant temporairement un employé en suspension de contrat peuvent être renouvelés autant de fois que nécessaire. Par ailleurs, la rupture anticipée du CDD est strictement réglementée. Elle n'est possible que dans les cas suivants. En cas de faute lourde du travailleur, de force majeure ou d'accord des parties. Il apparaît clairement que la formation, l'exécution et la rupture d'un CDD sont régies par des règles que les employeurs et les travailleurs ne doivent pas ignorer pour une relation de travail harmonieuse. Et rendez-vous juste après l'Antinor dans Chronique judiciaire pour tout comprendre sur le contrat à durée déterminée avec les explications du professeur Fatimata Kane Sow. Je vous le disais dans les titres, le compte à rebours est lancé pour le dialogue national. En attendant le 28 mai, le facilitateur multiplie les rencontres. À Thiès, Dr Cheikh Gueye a échangé avec des foyers religieux pour poser les bases d'un échange apaisé et inclusif. Fatimata Banelba. Dr Cheikh Gueye, facilitateur général du dialogue national, a la lourde tâche de faire converger des points de vue autour des questions importantes qui intéressent la nation. À cet effet, il s'est rendu tour à tour à Thiénaba, à Ndiassane, avant de terminer chez la famille Ndiéguène de Keur Mam El Hadj. Tous ces 3 foyers religieux ont adhéré à la vision et au vote du président de la République de voir toutes les entités politiques, religieuses et sociales réunies autour d'une table. C'était pour moi une occasion, ici à Thiès, de rencontrer Serigne Mounirou Ndiéguène, de rencontrer également à Thiénaba le khalife général et également le représentant du khalife de Ndiassane, et d'échanger avec eux sur les termes de référence du dialogue, d'échanger avec eux sur les enjeux qui concernent, mais aussi sur la démarche du dialogue. Parce que c'est une rupture que nous voulons introduire cette fois-ci, c'est vraiment les impliquer non seulement dans l'ouverture du dialogue, mais également dans les travaux du dialogue. Au-delà des termes de référence explicités, il fallait aussi discuter de certains axes précis. D'abord, la question de la démocratie, des libertés et des droits humains. Ensuite, la question des élections, des acteurs de ces élections-là, notamment les partis politiques, leur fonctionnement, leur financement. C'est ça le deuxième axe. Et le troisième axe, ce sont les institutions
qui encadre les élections au Sénégal. Touba, Tivaouane et les autres foyers religieux seront les prochaines étapes du facilitateur général. Dr Cheikh Gueye compte fédérer toutes les forces politiques et sociales du pays. Autour du gouvernement, ils sont invités à réfléchir ensemble sur des questions relatives au financement des partis politiques, à l'introduction du bulletin unique, au droit de vote des détenus ou encore sur le rôle de la justice dans le processus électoral. Informer, prévenir, protéger, le Canada tire le bilan de 5 années d'engagement auprès des jeunes Sénégalais pour leur santé reproductive et contre les violences de genre. Diana Badia, compte rendu. La santé de la reproduction des adolescents, un volet relativement marginalisé au Sénégal, a fait l'objet d'études pour des actions concrètes. Le Centre de recherche pour le développement international du Canada et ses partenaires ont mis en œuvre 16 projets pour les jeunes, en plus des 5 de recherche dans 10 régions du Sénégal. C'est de ramener tous ces acteurs-là ensemble pour pouvoir identifier c'est quoi les besoins en termes de connaissances, mais aussi comment ces données, une fois générées, peuvent informer ces politiques et ces pratiques de sorte qu'on puisse vraiment faire le progrès, surtout dans le domaine qui nous concerne, pour l'amélioration de la santé reproductive des adolescentes. Le programme ADOS s'est appuyé sur une approche multisectorielle pour des réponses concertées et focalisées sur les besoins des adolescents et des jeunes. La démarche a aussi mis au jour les difficultés liées à la santé de la reproduction des adolescents. C'est des questions de santé de la reproduction, parmi lesquelles faire en sorte qu'il y ait un accès équitable à tous les adolescents et des jeunes à des services de santé et de qualité et adaptés en fait à leurs besoins. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'adolescents qui n'arrivent pas à accéder correctement aux services. Ensuite, qu'il y a un défi à relever, ce défi est lié à tout ce qui est information sur la santé et de qualité. Il y a également des questions en fait, qui sont prises en compte dans ce programme et qui sont liées en fait, aux questions de violence basée sur le genre, de lutte contre les grossesses et les mariages d'enfants. Le gouvernement, qui fait de la santé des adolescents et des jeunes filles en particulier une priorité, entend apporter des réponses adéquates à toutes ces questions. Santé toujours, on s'intéresse cette fois à cette glande toute petite mais pourtant essentielle. La thyroïde, un organe est niché à la base du cou qui peut semer un vrai désordre quand elle se dérègle. À l'hôpital Abass Ndao, les consultations se multiplient avec en tête des diagnostics la maladie de Abass Ndao liée à un excès d'hormones. Diana Badia nous dit plus. La thyroïde, on en parle comme une maladie. Or, c'est un organe, une glande d'une grande utilité dans le fonctionnement de l'organisme. C'est cette thyroïde-là qui nous permet de faire pas mal de choses et de réguler notre métabolisme. Donc, cette thyroïde-là qui est à la base du cou peut être sujette à un certain nombre de pathologies. L'hyperthyroïdie est la forme la plus répandue au Sénégal. Elle se traduit par plusieurs signes. Le premier signe qui va alerter, c'est lorsque la personne maigrit. Il maigrit d'une façon très rapide et sans pour autant qu'il y ait une raison. La personne aussi, il mange beaucoup, ce qu'on appelle la polyphagie. La personne a des tremblements, c'est-à-dire il va commencer à trembler, surtout au niveau des extrémités. La personne peut avoir des sueurs ou bien même des bouffées de chaleur. Il aura aussi des palpitations parce que du fait de l'accélération de son rythme cardiaque, il aura tendance à avoir des diarrhées. En plus des problèmes neuromusculaires et neuropsychiatriques, des symptômes spécifiques se manifestent chez les patients souffrant de maladies de Abass Ndao. Il s'y ajoute en général 3 signes. C'est d'abord l'exophthalmie, donc les gens que vous allez voir et qui ont les yeux qui sortent donc des globes oculaires. Il y a le myxédème prétibial, qui est en fait un gonflement des édèmes au niveau des pieds. Et enfin, on a le goitre, qui est une tuméfaction au niveau de la base du cou. Une prise en charge correcte dès les 3 premiers mois est essentielle, mais contraignante. L'association des personnes vivant avec les maladies de la thyroïde attire l'attention des autorités étatiques. Si on pouvait vraiment être aidé au niveau des médicaments, que les médicaments soient subventionnés et que ça soit même gratuit. Parce que souvent, les gens qui souffrent de cette maladie, c'est des femmes démunies,
des filles qui ont eu à subir des sévices sexuels, des filles qui ont eu à perdre leurs parents très tôt, des gens qui ont eu des chocs dans leur vie. La rupture dans la distribution de certains médicaments et la concentration d'une bonne partie des spécialistes à Dakar rendent la prise en charge délicate. Des complications peuvent en découler. Surtout quand la personne ne vient pas à ses rendez-vous, surtout quand la personne ne prend pas correctement ses médicaments, on peut aller vers des complications, notamment cardiovasculaires, avec ce qu'on appelle en fait la cardiothyréose, mais aussi on peut aussi arriver en fait dans des états qui sont un peu plus extrêmes. La prévention réside dans la gestion du stress, principal facteur de la maladie de Basedow, plus fréquente, ainsi qu'un diagnostic précoce. La maladie touche plus les femmes adultes, dont le pronostic est pourtant meilleur que celui des hommes. Hors de nos frontières, entre diplomatie tendue, aide humanitaire sous les bombes et crise sanitaire en Afrique australe, l'actualité internationale reste chargée. Tour d'horizon avec Alioune Badarakan. En Angola, la guerre contre le choléra est déclarée. 600 personnes ont déjà péri. Un dispositif médical exceptionnel est mis en place pour enrayer cette spirale. Macabre. Au début, nous recevions 40 à 50 patients par jour. D'après le bilan des autorités sanitaires angolaises, plus de 20 000 personnes ont déjà contracté le choléra. Pour le corps médical, seule une prise en charge précoce peut sauver des vies. Ici, dans notre hôpital, nous avons eu 7 décès intra-hospitaliers. Les autres sont des décès survenus pendant le trajet vers l'hôpital qui se sont produits sur le lieu de résidence ou à l'endroit où le patient a commencé à présenter les symptômes du choléra. Depuis des années, l'Angola est confrontée à une série d'épidémies de choléra. L'épidémie pourrait se propager dans les pays frontaliers, surtout en République démocratique du Congo, où sévissent plusieurs fléaux. Poutine, Trump, les deux géants se parlent pour la 3e fois en 2025. À l'issue de cet appel téléphonique de 2 heures, Poutine se dit prêt à œuvrer pour la fin de la guerre en Ukraine. La Russie proposera et est prête à travailler avec la partie ukrainienne sur un mémorandum concernant un éventuel futur accord de paix. Mais le chef du Kremlin ne s'est pas prononcé sur un éventuel cessez-le-feu réclamé par les Occidentaux. Pour Zelensky, cela reflète la mauvaise foi dont ferait preuve la Russie. Ils veulent quelque chose, mais ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et quand ils disent qu'ils veulent quelque chose, ils veulent tout. Dans l'est de l'Ukraine, la guerre fait encore rage. Ce mardi, les derniers habitants de la ville de Pokroch ont été évacués. À Gaza, quelques camions ont enfin traversé la frontière pour soulager les malheureuses populations affamées par 2 mois de blocus. Pour les humanitaires, ce premier convoi est dérisoire. Il faut maintenir la pression sur Israël. Je crois vraiment que le président Donald Trump a l'influence nécessaire pour changer la situation à Gaza et faire en sorte que le siège soit levé et que la population ait accès à l'assistance qu'elle mérite. Dans la bande de Gaza, les soldats de Netanyahou ne desserrent pas l'étau. Une centaine de morts depuis la reprise de l'offensive terrestre. Pour les survivants, le calvaire se poursuit. Nous mourons lentement chaque jour. Y a-t-il quelqu'un sur cette planète capable de vivre ce qu'un être humain vit à Gaza? Un plan d'occupation de Gaza a fuité. On y voit le morcellement de la bande en plusieurs zones militaires, rendant impossible le retour des populations. Dans l'actualité de chez nous, cette bonne nouvelle, la lumière enfin dans les foyers de Kandianju et Kantimba. Nous sommes dans le sud de village de Sindian, désormais connectés à l'électricité grâce à des centrales solaires installées par l'EPUDC. Et pour marquer ce tournant, des sourires, des yuyus et une fierté partagée. Pabouna, ciao. C'est un jour mémorable. Les populations de Kandianju et Kantimba n'en croient presque pas leurs yeux. Enfin de l'électricité dans leur village grâce à ces centrales solaires dernière génération construites par le PUDC. Nous avons 28 panneaux solaires qui sont couplés en série et en parallèle. Nous avons des zones dealers de dernière génération qui permettent de booster la production et de convertir le courant continu en courant alternatif. Ce projet entre dans le cadre
donc des 28 centrales solaires réalisées dans la zone sud. Et en tant qu'acteur du développement communautaire, nous réaffirmons notre engagement à accompagner les populations à atteindre l'accès à l'électricité. Ces villages de la commune de Oulampan sont situés à la lisière de la frontière gambienne. Ici, l'arrivée de l'électricité est un événement fêté comme il se doit, mais également une occasion pour les populations d'évoquer leurs difficultés. Donc nous avons vu les efforts dont les nouvelles autorités sont en train de consentir, surtout dans cette partie de l'arrondissement de Sindian, qui était une zone très impactée par la crise casamançaise. Mais aujourd'hui, la zone est devenue verte grâce aux actions du gouvernement. Le programme d'urgence de développement communautaire PUDC s'inscrit dans la dynamique du plan Diomaye pour la Casamance, en accompagnant les populations vivant dans ces zones où les conditions de vie étaient très précaires. Aujourd'hui, l'État central marque sa présence et l'espoir est de retour. La centrale est entre vos mains maintenant. Nous avons fini de la réaliser. On prie et on vous encourage à en faire un bon usage. C'est des remerciements que nous lançons à l'endroit de toutes les personnes, de toutes les bonnes volontés qui ont fait de telle sorte que vraiment ce joyeux soit au niveau de ces villages-là. Kandjandjou et Kantimba font partie des 28 centrales solaires réalisées par le PUDC dans la Casamance naturelle. À ce jour, les 19 sont finalisées et mises en service et les 9 sont en travaux. À terme, plus de 50 000 personnes auront accès à l'électricité dans cette zone. Et cette distinction qui coule de source, le Sénégal a remporté le premier prix des Nations Unies pour un projet novateur sur l'accès à l'eau. Il est basé sur un partenariat public-privé. La distinction a été présentée au ministre de l'Hydraulique, Ndeye Coumba Ndiaye. Ce trophée est une reconnaissance de l'expertise du Sénégal dans le domaine de l'eau. Une délégation conduite par le DG de la CNO a présenté au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement le prix remporté par le Sénégal dans le cadre d'une compétition qui a regroupé une soixantaine de pays en Serbie. Preuve que ce que nous avons porté et défendu était un excellent projet et nous sommes aujourd'hui très heureux de montrer que l'expertise sénégalaise dans le domaine de l'eau est une expertise reconnue. Nous avons fait des preuves dans le domaine de l'hydrodiplomatie, nous avons fait des preuves dans le domaine des avancées technologiques, notamment en ce qui concerne la digitalisation et dans d'autres domaines. Aujourd'hui, c'est cette expertise qui est valorisée dans le domaine de la gouvernance de l'eau également. Le gouvernement du Sénégal a de grandes ambitions en matière de distribution du liquide précieux en milieu rural et urbain. Le projet s'est illustré grâce à des innovations telles que la digitalisation. La digitalisation, toutes les innovations qu'on a pu apporter au secteur a permis aujourd'hui CNO d'être premier au niveau de cette compétition-là. La digitalisation de tous nos métiers, la qualité de l'eau qu'on distribue tous les jours, mais aussi, ce qui était innovant, c'est tous les projets de formation qu'on a mis avec l'école des plombiers pour accompagner ce projet-là. Le Sénégal a inscrit l'accès universel à l'eau dans ses priorités, ce qui traduit une volonté de satisfaire les besoins vitaux de la population sénégalaise. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. De plus en plus d'élèves désertent les salles de classe pour passer du temps sur les plages, parfois en pleine journée scolaire. En cause, selon eux, le manque d'espace adapté dans les établissements. Une fois sur place, certains finissent dans l'eau avec parfois des conséquences tragiques. Reportage de Papa Babacar Ndour. On ne peut pas manquer leur présence sur la plage de Malika. Des élèves identifiés grâce à leur tenue d'écolier vaquent à leurs occupations, comme Elage et ses camarades du lycée qui jouent au football. Chaque vendredi matin, après le cours d'éducation physique de 8h à 10h, nous avons une pause de 2 heures de temps. Nous les mettons à profit pour venir à la plage, jouer au foot avant d'aller reprendre les cours. Ces lycéens se plaignent d'un manque de classes et d'espace de détente au sein de leur établissement, sans mesurer pleinement les conséquences de leur acte. Nous savons pertinemment que nous devrions rester à l'école jusqu'à la fin des enseignements, mais il se trouve que nous n'avons pas assez d'espace de détente. Le peu qu'il y a est occupé par le cours de PS. C'est pourquoi nous venons ici pour passer du temps sans se baigner. Les parents sont préoccupés par la présence fréquente d'élèves à la plage, ce qui pose un problème de sécurité qui coûte chaque année des vies humaines.
Ce qui est plus rassurant, c'est que les élèves restent au sein de leurs écoles. Il devrait y avoir assez d'espace pour les accueillir jusqu'à la reprise. C'est mieux, car une fois ici, ils seront tentés de se baigner et ce sera à leurs risques et périls. La responsabilité de ces derniers et celle des établissements est ainsi engagée. Ce sont les parents qui doivent contrôler leurs enfants. Moi, c'est ce que j'ai à dire, parce que les directeurs d'école et tout, ils ne peuvent pas surveiller tous les élèves. Les élèves sont nombreux dans les établissements, franchement. Ils ne peuvent pas surveiller tous les élèves. Et les élèves d'aujourd'hui n'en font qu'à leur tête, en fait. Les élèves ont tendance à fréquenter les plages de manière banale, aux heures de cours. Ce qui est problématique, car pour la plupart d'entre eux, résister à la baignade demeure un dilemme. À Dakar et comme un peu partout dans le pays, pas besoin de calendrier pour savoir que la Tabaski approche. Les moutons sont déjà là dans les rues, les terrains vagues, parfois même devant les maisons. Des jeunes vendeurs motivés, une ambiance bien connue, mais aussi quelques frictions avec les voisins, moutons et voisinage. C'est la rubrique Société de ce soir, signée Claire Diop. Ils ont bousculé tous les codes en cette période de préparatifs de la Tabaski. Les points de vente de moutons non officiels pullulent à Dakar. Dans bien des quartiers, c'est le désordre par endroits. Pollution visuelle, sonore, insalubrité, odeur nauséabonde. Tout espace vide et investi. Devanture maison, commerce, trottoir, rond-point. En plus de cette situation, l'insécurité, ce tableau, les acteurs en sont conscients. Ils disent ne pas avoir le choix. Nous manquons d'espace de vente ici au plateau. Tout est occupé. On était avant à côté de l'avenue Papa Gueye Fall, mais maintenant on a construit le BRT. Nous sommes obligés de venir ici. Oui, nous avons pris l'espace parce que ici, nous habitons ici. Cependant, nous avons eu à bénéficier de l'avis des parents pour pouvoir aménager ici. Si vous voyez, nous avons borduré notre espace pour que quand même le sable ne se déverse pas dans la rue comme ça et les saletés aussi. Nous avons acheté des charrettes de sable et des sacs de sable pour pouvoir baliser tout notre périmètre. Cette réalité cause des difficultés au voisinage immédiat. Il arrive qu'on ait des clients et qu'ils aient du mal à se garer. On comprend aussi qu'ils n'ont pas le choix. C'est pourquoi même l'espace piéton est occupé. Nous avons des difficultés. Certes, l'accès dans ma boutique est difficile parce que les moutons sont attachés à côté. Mais on comprend, on accepte aussi. C'est nos voisins, nos frères. Et c'est pour un certain temps. N'empêche, il faut des solutions durables. Oui, souvent ça crée des problèmes avec le voisinage. Si vous voyez, nous avons mis notre espace devant des magasins. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Souvent, ils viennent nous interpellent par rapport aux saletés et autres choses. Nous savons très bien que ce n'est pas normal, mais quand même, nous sommes obligés de le faire. Mais elle est gérée à l'amiable. Le code de bon voisinage oblige. Le fameux maslaha sénégalais est de rigueur. Il faut beaucoup de compréhension pour gérer de pareilles situations. C'est la Tabaski. Ils n'ont pas où exposer leurs moutons. Et puis, c'est nos frères. On habite tous dans le même quartier. Tous ont procédé à des aménagements pour permettre aux bêtes de s'adapter au milieu. Les axes sont stratégiques. Ils se mettent là où un grand nombre pour avoir la marchandise. Il y a du monde en journée. Ceux qui passent par ici s'arrêtent pour voir nos moutons aussi marchandes. En général, nous vendons nos parents, les gens que nous connaissons, nos connaissances, on fait appel à des gens, on publie ça et les gens viennent acheter cela quand même. Autour de ces points de vente, des scènes de vie. Ceux qui ont veillé la nuit précédente dorment. Ceux qui sont de garde font le thé, nettoient, discutent ou simplement écoutent de la musique. Tout est mis en œuvre pour faciliter les conditions de travail.
Il y a une très grande ambiance par ici. L'équipe et les amis, nous faisons du café touba, du thé. Ma femme amène de très bons plats pour le déjeuner. Nous mangeons tous ici. Pour le moment, tout se passe bien au nom de la charte de convivialité et au regard de l'importance de cette fête de Tabaski pour le Sénégal. Éducation qui nous emmène à Pire, où les efforts ont été applaudis. Le lycée Serigne Amadou Cissé a récompensé une vingtaine d'élèves aux moyennes remarquables entre 15 et 18 sur 20. Une célébration du mérite et de la persévérance. Anaïs Nyanyamane. Cette année, le lycée Serigne Amadou Cissé de Pire a encore enregistré d'excellents résultats. Classé premier dans la région, cet établissement a réussi une prouesse de récolter une hausse dans les différentes évaluations. Premier dans la région, mais avant aussi, nous avons connu des hausses au niveau des pourcentages des différentes évaluations. Vraiment, c'est un lycée d'excellence, un lycée véritablement en développement. Nous en profitons pour lancer un appel de soutien à toute la communauté éducative de Pire pour que ce niveau où le lycée est arrivé, nous puissions continuer à garder ce cap. Cette journée de l'excellence qui célèbre et valorise les réussites scolaires est l'occasion pour les élèves de se féliciter et de remercier le corps enseignant. Votre rigueur, votre persévérance et votre soif d'apprendre sont des exemples à suivre. Vous prouvez que l'excellence n'est pas une utopie, mais le résultat d'efforts constants. Le parrain de la journée, le professeur Abdouba, cardiologue, n'a pas hésité à lancer un message fort à l'endroit des élèves. Le message est simple. Le message est simple, c'est le travail. Seul le travail paye. Et aujourd'hui, il y a du laisser-aller dans les maisons. Et ce laisser-aller se poursuit à l'école, si bien que pratiquement on observe ces dérives. Et c'est déplorable, parce que si nous ne prenons garde, la génération qui va venir sera une génération qui sera sacrifiée sur l'autel de la médiocrité. Les récipiendaires ont reçu des kits contenant des fournitures scolaires, des cadeaux pour encourager l'effort et la persévérance dans le domaine éducatif. Cette autre célébration, le soleil ne s'est pas couché sur ses 55 ans. Le quotidien national a soufflé ses bougies en grande pompe, célébrant plus d'un demi-siècle au service de l'info, de la démocratie et de la presse sénégalaise. Une génération après l'autre, l'astre de Anne continue d'éclairer les esprits. Bakary Dambassi. 1970-2025, le quotidien national Le Soleil fête ses 55 ans d'existence. Ce média a rayonné et continue de l'être en se conformant aux normes d'éthique et de déontologie dans la profession journalistique. La célébration des 55 ans d'existence correspond donc à une étape charnière de l'évolution du journal. Un coup d'œil dans le rétroviseur, on remarque avec un brin de nostalgie que Le Soleil est un patrimoine, un marqueur d'histoire, histoire au pluriel. Le Soleil reste la pierre angulaire et un maillon essentiel de la presse sénégalaise, où se bousculent rigueur et professionnalisme. Avec les mutations du métier, il a su se réinventer. Le Soleil se réinvente sous l'impulsion visionnaire de son directeur général, M. Lamignan, et de ses équipes. Le kiosque numérique, la présence sur les réseaux sociaux, les contenus multimédia, autant de chantiers qui témoignent d'une ambition résolument tournée vers l'avenir. Cet anniversaire marque une étape importante de ce groupe de presse. À l'image de ses étincelles, Le Soleil continue de darder ses rayons pour illuminer la sphère médiatique. Pour l'heure, il est temps de couper le gâteau et savourer chaque page de l'histoire du quotidien national. En sport, ambiance conviviale et boule bien lancée. À la Socosim, l'association sportive et culturelle a célébré son ancien président autour du tournoi de pétanque. Et sur le terrain, ce sont Adama Diagne et Lamine Sow qui ont tiré leur épingle du jeu. Reportage signé Jacob Dir et Tandara Ndiaye. Encore un record de participation à l'occasion de ce grand concours organisé à l'honneur de l'ancien président de l'ASC Socosim. Ce furent d'intenses moments entre les couloirs dans les aires des jeux.
l'adversité a été démise. Aujourd'hui, c'est la journée de la pétanque. Donc, sous la direction de Monsieur le Président Bass Traoré, il a eu à organiser cette journée-là, qui est une journée très importante, qui a vu la participation de 102 équipes, soit 204 joueurs. Donc, c'est une vraie réussite. Aujourd'hui, nos ambitions, c'est de pouvoir vulgariser ce sport-là, qui est un peu le parent pauvre du sport sénégalais. Donc, d'habitude, c'est le foot, le basket, mais on a l'ambition de faire vivre ce sport-là dans notre ville, qui est Rufisque. Un des observateurs avertis est non moins vice-président de la Confédération africaine de la discipline, a tenu à faire le déplacement. Les Rufisquois témoins de cette grande compétition qui a connu un éclatant succès en redemande. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité à suivre après ce journal vos émissions Lantinor et Chronique judiciaire. Et l'information revient à 23h pour la dernière édition. Bonne soirée, à tout à l'heure. Sous le haut patronage de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et sous la présidence effective de M. Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, se tiendra le Salon international de l'habitat, du logement et de la construction Sen Habitat 5, en synergie avec la première édition du Symposium des architectes africains, initié par l'Ordre des architectes du Sénégal. Cet événement d'exception, organisé par Amtrad Sénégal, aura lieu du 22 au 24 mai 2025 au Centre international de conférences Abdou Diouf, une plateforme d'échange. Sen Habitat 5 et le Symposium des architectes africains proposeront 3 jours de réflexion et d'interaction enrichissantes entre les acteurs clés de l'habitat, de l'urbanisme et de la construction en Afrique autour du thème « Accès au logement, repenser nos villes, âme de Kouaï ». Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.senhabitatdakar.com, www.symposiumdesarchitectesafricains.com ou appelez au 33 820 52 14 ou au 77 954 79 79. xamoon naa ne dina coupé Juma Caam ana Juma Caam daa dem seeti benn xaritam fii. wala moo dem kër xaritam bi du tal courant bi courant bi daa coupé. coupé na ventilateur bi taxaw na ci tàngaay bi. waaye ñun kon fu ñu jëm tey lii. woote yàlla gën bu ne kaay dimbali ma ci lii courant bi jeex na. leb jëndal courant nga naan xaaral ma leb lu nuy lebee ci lii. comme si yow lii day leb. ba ko kii si gone la doom ndox muy tàpp ñëw na. waaw ñii. waaw Senelec dañuy leble. maam yow xamoo ko woon. waaye lii gaaw na di. ñaan ñi ni ngeen séeree. ba pare yéen maam yéen lu tax ngeen koy débranché. loolu moom man la maa ko doon débranché. wutal bi ko ak feuille ñëw toog fii bindal ma ko lii nuñ koy defee wàcc ma xool bind fii. ah mooy yéerangaloo nii. voilà bu yàlla mi tiim xam ne ni mosuma koo seetlu. 801 crédit restant mooy li la dese. 804 numéro de compteur mooy ci nga xam sa numéro de compteur. très bien 811 crédit urgence moom nga def nii. 813 consommation de la journée précédente maanaam li nga consommé ci journée. 814 consommation du mois en cours mooy weer bi nga ne li nga dugal nga xam ko. 820 consommation du mois précédent maanaam weer wi nga génn. lii leer na ah. léegi ma mën a dugalal sama bopp compteur bi. balanceel ma rek tabax ko noonu bu ko kenn débalancé. li nga dootuma dalal. faytee daal ba seen 811 bu ñu. waa lii ma leb nag noonu dañu koy fayee. soo rechargé dañ ko siy jël. ah. maa ngi yow damaa foog sax dañu ko fay. saa ñu jël seen yëf saa jël ñu jël.